Elle est de droite, mais n'a aucune envie de se soigner. Femme de tête, elle avance vers son horizon. Elle a refusé de suivre Marie-Luce Panchard dans son désir de changer d'avenir avec Harry Chalus. Elle a été élue à la tête du parti Les Républicains. Sonia Petro est ce soir l'invitée de Réponse. Bonsoir, bienvenue dans Réponse, le magazine politique de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Ce soir, notre invitée, en ce 8 mars 2016, Sonia Petro. Bonsoir. Bonsoir, Jacques Vous êtes venue de Basse-Terre. Oui, de Basse-Terre. Le chef-lieu de l'archipel guadeloupéen. Oui, le chef-lieu. Vous avez eu des difficultés par la route pour venir? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, ça va mieux? Vous avez digéré la trahison de Marie-Luce Panchard? Oh là, vous prononcez de grands mots, Monsieur Canneval. Je n'ai pas à qualifier l'attitude de Madame Panchard et les choix qu'elle a faits. Elle a choisi d'aller ailleurs pour les régionales. Maintenant, vous avez changé de ton. Je ne parlais pas de trahison. Oui. Je disais tout simplement que c'était difficilement compréhensible. Question directe, ici même à ATV Guadeloupe, c'était pas gentil ce que vous disiez. Ah non, je disais juste la vérité. Je n'ai jamais parlé de trahison. J'ai dit que c'était difficile. J'ai dit, et je persiste à le dire, que c'était difficile à comprendre que Mme Panchard ait pu faire ce choix. Vous auriez préféré que Victorine Lurel fût élue, ou vous dites que maintenant que Mme Panchard avait raison, qu'elle a fait le bon choix? Gagner ne veut pas dire qu'on a raison. Cela ne veut pas dire pour autant que je souhaitais que Victorine Lurel soit élue. Je souhaitais qu'il y ait une alternance à la région, juste souhaitais que cette alternance soit portée par notre liste et par Laurent Bernier. Mais il en était loin. Oui, il en était loin. Les Guadeloupéens ont fait d'autres choix, c'est la démocratie. Mais vous les victoires d'aujourd'hui, pourquoi vous n'excluez pas? Oui. Les victoires d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain. Mais c'est jamais comme ça. Les victoires d'aujourd'hui ne sont jamais celles de demain. Mais pourquoi vous n'excluez pas Mme Panchard du parti maintenant que vous avez été élue présidente? Alors, je vais vous apprendre... Et Mme Michaud-Chevry dans le même mouvement. Alors, nous allons d'abord parler de Mme Panchard. Mme Panchard est une élue et dans les statuts des Républicains, il n'appartient pas aux fédérations de traiter ce genre de cas. Cela se traite au niveau national. Et vous allez saisir... Si demain oui, je commets une faute ou que je commets quelque chose qu'on peut qualifier de faute, je serai sanctionnée, mais au niveau national. Concernant Mme Michaud-Chevry, on n'a rien à lui dire. Elle n'est pas adhérente au sein des Républicains. Elle n'est plus. Elle ne l'a jamais été. Elle ne représente plus la droite. Elle n'a jamais représenté la droite. Je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que Mme Michaud-Chevry n'est pas adhérente aux Républicains. Alors, Madame Petro, nous allons passer en revue la semaine. Vous connaissez le principe de notre émission du mardi soir. Donc, l'actualité a été dominée cette semaine par les événements de violence. Les commentaires de la responsabilité politique que vous êtes nous intéressent. Donc, nous allons regarder déjà ce qu'a fait la rédaction d'ATV Guadeloupe sur ce sujet de violence. Et après, nous revenons en plateau pour en discuter avec vous. D'accord. C'est sur le parking d'un bar de la marina de Saint-François qu'une rixe opposant plusieurs jeunes a éclaté vers 23 h dans la nuit de vendredi à samedi. Un employé de restaurant nous raconte. C'est une bande de jeunes qui s'amusaient pendant 1 heure, là, ça dansait tranquille, et puis tout d'un coup, ça s'est envenimé. Pourquoi, on n'en sait rien, parce que bon, c'était au milieu du parking, hein, c'était pas ici, hein, déjà au milieu du parking. Hein. Et puis, ça a bousculé une fois, 2 fois, puis il y en a un qui a sorti un couteau, et puis voilà. Un jeune homme de 19 ans aurait porté un coup à son opposant au niveau du cou, atteignant la carotide. La victime âgée de 27 ans, résidant à la Coulée, est morte de ses blessures. Un jeune homme qui connaissait celle-ci nous donne sa version des faits. Bon, franchement, moi je pense pas qu'ils avaient une histoire auparavant. Peut-être qu'ils étaient qu'à fréquenter, mais une histoire pour que ça arrive juste là, moi je pense pas. Moi je pense pas. C'est une rixe. Sans bitin qui était pas faite. Mais le on bas alcool, le on bas substance, c'est la fête, tout ça qui arrive ce bitin là. Vous veut dire c'est peut-être un mauvais geste? Bof, vous savez, peut-être qu'elle n'a pas envie de tuer, mais il a envie de crever. Peut-être pour défendre, on pense que c'est pour défendre.
Et puis après, quand on a dit moi, pour moi, c'est très dommage que Timissé a fait ça. C'est très dommage parce que on connaît Timissé très bien. On connaît tous les deux, on connaît l'autre là aussi, t'as là qui décédé là. Ce soir-là, certains bars étaient restés ouverts, en dépit des circonstances. Là, on sorti ici dans ces flics-là déjà, ok? Là, regardez, on à terre là, moi, debout, on regarde contre tout le monde. Mais, bah, là, toujours ouvert, et toujours mon sisi à table à consommer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il était qu'à la Samio, mais Tibouk là, déjà moi à terre là. C'est malheureux de dire, mais Tibouk là, t'es conscient à terre là. Ok? Et quand ça sent mounier, c'est un monde. Ok? D'accord. C'est ça, on y a dit. Depuis la mi-carême, de nombreux faits divers ont eu lieu, à Gourbert, à Pointe-à-Pitre, faisant au moins 10 blessés au total. Nous appelons petit bois monacrim, oui, ici. Ah oui, nous appelons dans l'eau monacrim même. Regardez petit bougla, regardez double ranger, assassiné ya Marina là. Ils vont bouter à champagne assassiner petit bougla pour jeter après qui moun qui assassiné. Mais non. Ni trop crime. Et trop crime à faire à couteau à l'arme blanche. Puis souvent il y a dit c'est physique mais c'est l'arme blanche qui tient tout partout hein. Petit bougla ça y a dit son ciseau en même temps il y a dit carotine na couper. On ciseau veut pas couper carotine na. Le suspect a rapidement été interpellé. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur ce 7e homicide de l'année. Reportage de Moïse Dexter, Patrick Curie, sur la voix de Bénédicte Jourdier. Madame Pétro, lorsque vous voyez des événements de ce type, ces événements de violence, vous n'avez pas le sentiment que ça se banalise, la mort? Non seulement ça se banalise, mais on a l'impression qu'on vit en permanence dans une société qui est de plus en plus violente. Et ce que je trouve assez choquant dans votre reportage, et c'est de même dans les autres, sur d'autres chaînes, c'est qu'en plus les gens ont peur. Quand ils témoignent tous à visage caché, sauf la dernière dame qui a osé parler. Donc, en dehors du sentiment de violence, il y a aussi la peur. On a peur de sortir, on a peur de parler, peur de s'exprimer. Et ça... Mais l'élu que vous êtes, vous dites quoi face à part le constat que vous faites? Vous dites quoi? Quelle solution? Je n'ai pas de solution, mais je voudrais quand même rappeler quelques principes. La sécurité, c'est d'abord l'affaire de l'État. Et je voudrais quand même dire que les Guadeloupéens ont droit à la même sécurité que nos compatriotes de l'Hexagone. Régulièrement, j'entends les responsables syndicaux de la police s'émouvoir que des garnisons de gendarmerie s'en vont de la Guadeloupe. Mais dans l'Hexagone, comme vous dites, ils ne sont pas forcément en sécurité quand il y a 130 morts dans des attentats. Je vais d'abord m'occuper des Guadeloupéens. Non, mais ce n'est pas juste la comparaison que vous faites. Non, je persiste dans cette comparaison. On ne peut pas faire, l'État doit comprendre une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas faire d'économie sur la sécurité. D'autre part, les responsabilités sont en chaîne. La loi du 27 janvier 2014 a créé les conférences territoriales de l'action publique. On pourrait imaginer en Guadeloupe une conférence territoriale de l'action publique sur la prévention de la délinquance. Nous avons les collectivités locales, les associations, les polices municipales, nationales. Tout le monde doit se mettre ensemble pour pouvoir enrayer cette délinquance. Et puis, moi je pense qu'à ce niveau-là, il y a dans les chaînes de responsabilité des ruptures dans notre société. Parce qu'on n'est pas devenu comme ça d'un coup. Il y a eu des défaillances dans l'autorité parentale. Il y a eu des défaillances dans ce que nous avons transmis à nos enfants. Tout un chacun doit prendre ses responsabilités. Les parents, les politiques, l'État. Il y a aussi la création d'une société où d'un côté vous avez ceux qui en ont beaucoup et d'autres qui n'en ont pas, donc ils veulent aussi consommer. Oui, mais on est dans une société où c'est le tout consommation justement. Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Même nous, adultes, dans nos propos, il y a de la violence partout. Quand vous avez vu la campagne électorale que nous avons eue pour les régionales, il y avait de la violence dans les propos, dans les attitudes, sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que nous avons donné comme image? Et après, on a envie que les choses se passent différemment. Si nous ne sommes pas capables de donner une autre image de nous-mêmes, on ne peut avoir que ce qu'on aura là. Dans votre parti, qu'est-ce que vous préconisez? Plus de répression? De la prévention, beaucoup de prévention. Et aussi de la répression. Pas à ma question, madame. Et aussi de la répression. Et de la prévention. Prévention et répression. Voilà, prévention beaucoup de prévention
et de la répression. Alors, comment on organise cette prévention? Autour de la formation professionnelle, on parle aux jeunes, on voit bien que ça ne porte pas? C'est un tout, c'est un tout. On commence par parler aux jeunes, on fait de la prévention, il y a la politique des grands frères, il y a des médiateurs de rue. Il faut qu'il y ait un tout. Et puis, il faut aussi que les parents prennent leurs responsabilités. Moi, je trouve anormal que dans les rues, moi, je vois régulièrement à 22 h des petites jeunes filles habillées très, très peu. Elles sont très peu vêtues. Elles sont mineures. Elles sortent du cinéma à n'importe quelle heure. Où sont leurs parents? Mais nous n'avons pas connu ça, M. Caneva. Notre société a drôlement évolué. Dans le mauvais sens. Justement, nous sommes le 8 mars, l'occasion de rappeler aux femmes guadeloupéennes qu'elles doivent être vigilantes sur leur état de santé. Je vous propose de voir ce reportage d'Isabelle Amo et on se retrouve dans un instant pour en parler. Moins de 50% des femmes aux Antilles font examiner leur utérus. Pourtant, le cancer du col de l'utérus est fréquent et meurtrier. Il concerne toutes les femmes ayant des rapports sexuels. 90% de ces cancers pourraient être évités par diagnostic d'un examen simple appelé le frottis. C'est un examen très simple qui consiste à les prélever avec une brossette des cellules au niveau du col de l'utérus. On prélève ces cellules sans aucune douleur, comme dit, et ensuite ces cellules vont être analysées sous le microscope de façon à détecter des anomalies par rapport aux cellules considérées comme normales. Parmi ces anomalies, les papillomavirus humains ou HPV. Ces petits virus sont fréquents et contagieux et infectent les muqueuses génitales. En fonction du type viral, cette infection peut entraîner des lésions bénignes, comme ces verrues, ou des lésions malignes ou potentiellement précancéreuses. Les symptômes du cancer du col de l'utérus surviennent sur des lésions évoluées. Ça va être l'apparition d'un petit saignement, quelques traces de sang, survenant au moment des rapports sexuels. C'est un signe qui doit vous amener à consulter tout de suite votre médecin traitant. Si on tarde, ce qui va finir par se passer, c'est que le cancer, il aura toute l'attitude pour évoluer d'abord au niveau local, mais ensuite envahir tous les organes qui sont à son voisinage dans le petit bassin. Donc c'est la vessie, c'est le rectum et la paroi abdominale également. Et le stade à ce moment-là est beaucoup plus grave, avec une mise en place de traitement beaucoup plus difficile, beaucoup plus contraignant, avec des séquelles plus importantes pour la patiente. Et même si de plus en plus de femmes acceptent le frottis, la proportion de celles qui n'en demandent plus est encore importante. Plus de 80 femmes sur 100 en Guadeloupe âgées de plus de 50 ans n'ont pas procédé à cet examen ces 3 dernières années. Culturellement, une tendance à peut-être de la pudibonderie mal placée, qui consiste à dire non, je n'ai plus de rapport sexuel, je n'ai plus besoin de me faire suivre sur le plan gynécologique. Et aussi le désir de surtout ne pas savoir, si on ne cherche pas, on ne trouvera pas, c'est évident. Mais si on ne cherche pas, on ne trouve pas des lésions au stade précoce, mais il est garanti qu'on trouvera des cancers avancés. En Guadeloupe, 18 à 20 cas par an du cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués. Un 3e plan de dépistage du cancer sera organisé avant fin 2018 sur l'archipel. Reportage d'Isabelle Amo, je vous ai vu très touchée, très concernée par cette question, Madame Petro. C'est une question qui touche à l'intimité des femmes. Mais est-ce que les femmes elles-mêmes s'emparent de leur liberté, puisqu'on est le 8 mars? Bien sûr. Pour se soigner? Pour se soigner, oui. J'avoue que j'ai regardé avec beaucoup d'attention votre reportage. Et j'étais surprise des chiffres avancés par le médecin de la Guadec. Je ne savais pas qu'il y avait autant de femmes qui ne faisaient pas régulièrement un frottis en Guadeloupe. Est-ce que ce n'est pas le rôle aussi des politiques d'aller porter aussi, parler aux gens, pas seulement de solliciter leur suffrage, mais parler aux gens, leur dire mais vous avez la possibilité de faire ça, il faut se faire soigner, porter aussi l'information aux gens? Oui, un politique doit faire beaucoup de choses, entre autres, ça. Mais c'est aussi pas seulement solliciter les voix. C'est aussi le rôle du ministère de la Santé. Oui. Est-ce que vous pensez mettre en place, le ministère de la Santé devrait mettre en place aussi, je pense, plus d'informations à ce sujet-là, parce que je crois que ce défaut d'examen vient aussi d'un défaut d'information. Et aussi, on devrait rembourser un peu plus ce type d'examen. Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne politique de santé publique ici en Guadeloupe? Quand je vois la prévalence des différents cancers en Guadeloupe, de toutes les maladies cardiovasculaires,
tous les cancers qu'il y a chez nous, j'ai quelques doutes sur la fameuse politique publique de santé dont Et on ne vous a parlez. jamais entendu sur les questions liées à l'hôpital de Basse-Terre. Pourtant, c'est un hôpital dans votre ville, une ville dont vous êtes l'élu, vous êtes au conseil municipal, qui risque de fermer. Quand les syndicats le disent, personne ne bouge. Chacun bouge à son niveau. Je ne suis pas maire de Basse-Terre. Je ne suis pas membre du conseil de surveillance de l'hôpital de Basse-Terre. Je sais qu'il y a des soucis dans cet hôpital. Je vous avoue que si j'avais d'autres fonctions, j'aurais déjà bougé un peu plus pour le CHBT, car j'ai des proches qui y travaillent, j'ai des amis qui y travaillent. Je sais à quel point le personnel se donne, avec peu de moyens humains et encore moins de moyens en termes de matériel. Je m'émeus des problèmes de cet hôpital et j'espère que tout sera fait par les décideurs, ceux qui ont réellement les moyens de faire pour que cet hôpital ne ferme pas, car ce serait une véritable catastrophe pour le sud Basse-Terre. Il y a 40 ans, Mme Petro, la soufrière entrait en éruption, à vrai dire une vraie fausse éruption qui signait la mort économique de la Basse-Terre, car la montagne a finalement accouché de la zone industrielle de Jarry. C'est ce que nous laisse comprendre ce reportage d'ATV Guadeloupe. 2016 est l'année de commémoration de l'éruption du volcan La Soufrière. Économiquement, la ville de Basse-Terre a connu un avant et un après 1976. André Nadal avait 19 ans à cette époque. Il y avait tout à Basse-Terre. Économiquement, ça fonctionnait bien. D'ailleurs, cet exode de La Soufrière, ça a été le début de Jarry. C'est ça qui a permis à Jarry de démarrer. Donc, Pointe-à-Pitre était une ville florissante aussi. Et évidemment, il n'y avait pas de place pour recevoir tous les commerçants de Basse-Terre. Et c'est là que les premiers commerçants de Basse-Terre ont commencé à construire à Jarry. Jean-Michel Panchard se souvient de Basse-Terre avant l'évacuation. Il avait 22 ans et l'agence de voyage à son nom avait 2 ans d'existence. Il y a eu des conséquences dramatiques, effectivement, en particulier pour les commerçants, pour les industriels, parce qu'ils n'ont pas les moyens de transporter leur outil de travail. Par contre, pour ceux qui exerçaient dans le secteur des services, comme nous-mêmes d'ailleurs, ou comme un coiffeur ou un artisan, il peut plus ou moins déplacer plus aisément son outil de travail et donc il a pu exercer avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer pendant quelques mois en grande terre, mais les autres, les commerçants, les industriels n'ont bien sûr rien pu faire. Après plusieurs mois d'inertie, la population basse-terrienne n'est pas revenue en masse et l'activité économique a repris timidement. Parce que Basse-Terre, à l'époque, c'était quand même 65% de la population qui était dans l'administration. Ces gens-là sont revenus. Donc, en revenant, évidemment, les commerces sont repartis. Mais il y avait quand même l'activité de Jarry qui commençait. Et finalement, le pôle économique s'est retrouvé déplacé. Et quand le pôle économique se déplace, l'emploi se déplace. L'éruption du volcan La Soufrière a freiné l'essor économique de la ville de Basse-Terre, qui a aujourd'hui encore du mal à se démarquer de Jarry et Pointe-à-Pitre. Alors, Madame Petro, si un jour vous êtes élue maire de Basse-Terre, comment faites-vous pour faire revenir les gens, relancer l'activité? On a bien vu que placer la ville en défiscalisation n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver Basse-Terre? Avant de vous répondre, j'aimerais réagir aux propos de M. Nadal. J'avoue que voir ces images de Basse-Terre, qu'on parle de la soufrière, ça me rappelle aussi des souvenirs et des odeurs. L'odeur de la cendre et l'odeur du café quand on a dû partir avec ma grand-mère en urgence. Et avec le recul, je partage tout à fait les propos de M. Nadal. Oui, mais on sait bien que ce n'était pas utile d'évacuer toute la Basse-Terre. Non, ce n'était pas utile, mais c'est bien de le rappeler pour ceux qui oublient. Il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire. Donc, c'est vrai qu'on a volontairement assassiné une ville et une population, et puis on est revenu, on est encore là. Mais alors, vous, par exemple, comment faites-vous? Vous êtes chargé de résoudre cette situation, de réanimer Basse-Terre, de faire revenir du monde, de faire en sorte que la ville ait une vocation. Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, je souhaiterais qu'il y ait un rééquilibrage du territoire, un rééquilibrage déjà au niveau touristique. Je trouve quand même très curieux que ces ailes du papillon fonctionnent l'une contre l'autre. Je sais que le CTIG maintenant a un nouveau président,
en l'occurrence M. Molinier, qui est maire de Terre-de-Haut, et je compte aussi sur lui pour ce rééquilibrage du territoire. Je trouve anormal que 99% des bateaux de croisière arrivent à Pointe-à-Pitre. Basse-Terre et le sud Basse-Terre ont un passé riche historiquement. On a le label Ville d'art et d'histoire, et je trouve que cela pourrait être un vecteur qui pourrait attirer les touristes chez nous. Alors qu'il y ait un peu plus de bateaux qui viennent, que Basse-Terre a une vocation de croisière. Puisque concernant... Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour accueillir la croisière? À ce moment-là, on s'organise avec les commerçants pour qu'il y ait des animations. S'organiser d'abord et après lancer un appel aux déjà, on va s'organiser... Laissez-moi répondre déjà, M. Canneval. Je vous laisse répondre, voilà. Et répondez avec précision. Donc, je réponds avec précision. Donc, qu'il y ait plus de bateaux de croisière et non pas un par an qui arrive sur Basse-Terre, qu'avec les commerçants, qu'avec l'Office du tourisme, qu'on s'organise pour qu'il y ait des animations. Je ferai en sorte, si, comme vous dites, je suis maire de Basse-Terre, je pèserai de tout mon poids pour qu'on réouvre la Soufrière, car c'est quand même incroyable que depuis 2004, la route de la Soufrière... Oui, mais attendez, vous savez, je fais de la marche à pied. Oui, mais et pour ça des raisons de m'arrive de marcher... C'est un arrêté municipal de la commune de Saint-Claude ça m'arrive de marcher pour que les gens ne soient pas exposés à des émanations. De la Soufrière. Ben et oui. cette fameuse route qu'on a fermée, il y a tout un pan qui est tout à fait praticable. Donc vous pensez que cet arrêté n'a pas lieu d'être? Je n'ai pas dit que l'arrêté n'a pas lieu d'être, mais je dis qu'en 12 ans, on aurait pu prendre d'autres mesures. On nous a parlé à un moment d'un téléphérique. Il est où ce téléphérique? Toujours est-il que l'attraction touristique principale de la Basse-Terre, même si c'est à Saint-Claude, mais en tout cas de cette région, c'est fermé. Moi, j'ai une solution à vous proposer. Et si on fermait le port pour faire des économies? Parce que le port ne sert à rien, le port de Basse-Terre. Et pourquoi vous voudriez le fermer? Mais je ne veux pas le fermer, c'est une solution. Non, ce n'est pas une solution. Je vous propose une solution. Ah non, non, non. Parce que le port, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Il y a quand même de l'activité. Quelle activité? Il y a des bateaux qui arrivent et qui transportent des marchandises, du bois, ce genre de matériaux sur Basse-Terre. Alors, vous nous avez pris nos administrations, pas mal sont parties. Les commerces, et maintenant on voudrait nous prendre le reste. Je ne vous ai rien pris du tout. Je vous proposais comme solution, peut-être pour vous tourner vers autre chose, avoir une autre vocation. Peut-être que la vocation de Basse-Terre n'est pas d'être une ville maritime. En tout cas, ça peut être un port de croisière. Moi, j'y crois. Et par exemple, autre chose, pourquoi pas un casino à Basse-Terre? Pourquoi pas? Oui, parce que vous voulez ça peut être une bonne idée. Vous voulez qu'encore les Guadeloupéens aient dépensé le si peu qu'ils gagnent dans les casinos, donner de l'argent à l'État? Vous dites ça au maire du Gosier? Mais vous ne lui dites pas ça. Rien du Alors, tout. non, je suis là pour vous poser des questions. Je ne vois pas pourquoi Basse-Terre, il n'y aurait pas, par exemple, un casino. Ça permettrait, pas seulement à des Guadeloupéens, mais à des touristes qui viendraient en bateau. Il y a des touristes qui sont friands de ça. Ils arrivent, ils garent leur bateau, ils jouent et ils repartent. Et ça nous amènerait aussi vous préconisez le jeu, la distraction, le vice, je ne sais pas pourquoi Basse-Terre. On n'a jamais parlé de vice, on a parlé de tourisme, de croisière, de plus. Et vous contestez même les arrêtés pour la sécurité des Guadeloupéens, Madame Petro? Je n'ai pas contesté un arrêté pour la sécurité des Guadeloupéens. Je m'interpelle quand je vois que depuis 12 ans, une route est fermée, une route qui donne accès à la Soufrière. Et il n'y a aucune raison que cette route soit fermée? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de raison, j'ai dit qu'en 12 ans, on aurait pu trouver des solutions. Quelle solution? On peut refaire la route. Vous en avez une? On peut la refaire, la route. Mais l'arrêté dit qu'on ne doit pas aller là parce qu'il y a des émanations qui peuvent porter atteinte à la santé. Vous avez montré tout à l'heure les pas du roi, les marches que vous avez montrées. On les montre régulièrement pour arriver à la Soufrière. Je ne crois pas qu'on ait plus de soucis de santé qu'autre chose. On se retrouve dans un instant pour poursuivre cette émission Réponse, l'émission politique de la rédaction d'ATV. Nous tournons une page de publicité. Retour sur le plateau de Réponse, l'émission politique d'ATV avec Sonia Petro. Sonia Petro préside le parti Les Républicains, le parti fondé par Nicolas Sarkozy sur l'ancienne UMP. Alors, nous avons voulu savoir à quoi vous passez votre temps. Vous travaillez beaucoup, vous êtes une femme très occupée, très active. Et comme nous le faisons chaque semaine, j'ai demandé à Nathalie Zinan et à Maurice Dexter de vous suivre toute une journée. Et nous regardons ensemble, Madame Petro, le reportage qu'ils nous ont ramené.
Qui est Sonia Petro? Une femme, une maman, un agent départemental, une politique, une personne déterminée qui croit au mérite, à la responsabilité et au travail. En ce 8 mars, une battante parmi tant d'autres. Je ne sais pas s'il faut fêter spécialement, me fêter ou fêter d'autres femmes lors de la journée des femmes. Je crois qu'il ne devrait pas y avoir une journée des femmes, il devrait y avoir tout le temps la fête des femmes. Conseillère municipale de Basse-Terre, adjointe chargée à l'urbanisme, Sonia Petro a été élue il y a quelques semaines présidente départementale du parti Les Républicains, ex-UMP. Une responsabilité qu'elle compte prendre à bras-le-corps, comme tout ce qu'elle entreprend, pour remobiliser la droite locale. J'ai choisi de me présenter à cette élection. Je savais ce que je faisais. Je suis fière d'être de droite. Pendant longtemps et jusqu'à ces derniers temps en Guadeloupe, il semblerait qu'être de droite ce soit une maladie et que certains en aient honte. Moi j'en suis fière, je porte fièrement ce parti, je porte ses convictions et surtout je veux rappeler quand même aux Guadeloupéens que toutes les avancées sociales que nous avons eues en Guadeloupe sont le fait de gouvernements de droite. Un choix, oui, une décision prise en toute connaissance de cause, au point de se mettre en difficulté au sein de la majorité municipale de Basse-Terre, en optant aux dernières régionales pour sa famille politique et non pour une orientation stratégique. On est de droite ou on est de gauche, on ne peut pas mélanger les choses. Et je trouve que c'est mentir à la population que lors d'une élection, dire qu'on n'est ni de droite ni de gauche, et lors d'une autre élection, leur dire, mais finalement, surtout pour les scrutins nationaux, on dit à ce moment-là, on reprend, comme on dit, le drapeau, et on dit aux gens, mais finalement, on vous demande de soutenir tel candidat au niveau national. Je crois qu'il faut assumer ce qu'on est, il faut avoir du courage en politique. Rien n'est facile, rien n'est donné, mais tout est mérité. Sonia Petro inspire le respect de ses amis militants, mais aussi de nombreux Bastériens. Sonia, félicitations. Merci. Presque logique pour celle qui a fait toutes ses classes dans le chef-lieu, de l'école de circonvallation au lycée Gerville-Riache. Son entrée en politique rime avec par amour pour les gens, par amour pour mon territoire, parce que j'ai des convictions, parce que j'ai envie de faire avancer ce territoire et cette île, et parce que je crois que tout un chacun doit porter sa pierre à l'édifice. C'est pour ça que je suis entrée en politique, parce que j'avais des choses à dire et j'avais envie de les dire. Après, est-ce que c'est difficile d'être une femme en politique? Je ne crois pas. Je crois que tout dépend de la personnalité, tout dépend des envies et des convictions que l'on porte. Profondément engagée en politique comme dans la vie, Sonia Petro court après le temps. Entre son travail au Conseil général, ses fonctions au sein de la municipalité de sa ville, sa priorité reste sa vie de famille, sa fille Laura, même si allier le tout peut paraître parfois insurmontable. Oui, honnêtement, oui. Parce que vous courez partout. Tout le temps, partout, et puis j'essaie de contenter tout le monde, et en fait personne n'est content. Moi je fais de la politique, il y a d'autres femmes qui sont à fond dans le milieu associatif, qui professionnellement font beaucoup de choses. Non, c'est pas évident. J'ai la chance d'avoir des parents formidables, une sœur extraordinaire. Sans eux, je crois que rien n'aurait été possible. Ils prennent souvent le relais et puis ma fille, elle commence à s'habituer. Sonia Petro fait partie sans nul doute des femmes qui marqueront l'année 2016 et peut-être parmi celles qui se distingueront aux prochaines échéances électorales. Sa seule présence au sein de certaines collectivités inquiéterait apparemment leurs locataires. Messieurs, la parité n'a pas aidé les femmes à s'imposer, mais a contribué à vous protéger. En Guadeloupe, elles sont redoutables en politique. Bon 8 mars, mesdames, journée des droits des femmes et de réflexion. Nathalie Zidane et Moïse Dexter, et je précise que Nathalie Zidane est la rédactrice en chef adjointe d'ATV Guadeloupe. Voilà, Sonia Petro, vous avez vu de belles images de vous, un beau portrait. Je suis vraiment surprise de ce reportage. Je félicite vraiment Nathalie Zidane de son professionnalisme ainsi que Moïse Dexter pour la qualité des images. Oui, mais Moïse Dexter vous a fait voir la mairie. Justement, ça veut dire que vous avez envie d'y entrer en tant que maire? Nous sommes en 2016. Moi, je suis pas du tout en train de penser à ce genre de choses. Je viens de prendre la présidence de la Fédération Les Républicains. On me prête des intentions que je n'ai pas.
Et non, mais la politique, c'est aussi quelque chose qu'on prévoit à long terme. Est-ce que vous envisagez un jour, un jour d'être candidate ou à la députation ou aux élections municipales en tant que représentante des Républicains? Et pourquoi pas? Ça, c'est une réponse politique. Voilà. Ça va faire plaisir à Marie-Lise Panchard. Pas qu'elle, il y a d'autres personnes aussi à qui ça fera plaisir. Alors, les primaires, justement, Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé sa candidature. Il y a déjà une dizaine de candidats, mais ça va être une sorte de cours de récréation, ces primaires. Vous étiez favorable aux primaires ou il fallait qu'un candidat se présente face au peuple, un peu comme l'a défini le général de Gaulle? Alors, moi, ma réflexion était en deux temps. C'est vrai que pendant longtemps, je n'étais pas favorable aux primaires. J'estimais qu'on aurait pu se débrouiller sans copier les socialistes. Finalement, on s'est mis d'accord, on va faire des primaires. Je n'étais pas favorable aux primaires ouvertes, parce que là, à mon avis, ça ne va pas être si simple que ça à gérer. Et de plus, je soupçonne que certains voudraient y mettre leur nez et venir voter alors qu'ils n'ont rien à faire dans les affaires de la droite. Alors, mais ça va enfin, être de nouvelles déchirures aussi pour vous ici, parce qu'on a vu réapparaître, ressusciter Philippe Cholette avec Alain Juppé. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, de la résurrection de Philippe Cholette? En politique, il n'y a jamais de mort. Tant qu'on n'est pas mort physiquement, on n'est jamais mort politiquement. Donc, concernant Philippe Cholette, on ne peut pas parler de résurrection. C'est quelqu'un qui était un peu en retrait, mais il est quand même vice-président de la communauté d'Agglo Sud-Basse-Terre. Donc, ça ne m'étonne pas que M. Cholette soit dans ce combat. Vous êtes plutôt Juppé ou Sarkozy? Il y a 10 candidats et vous ne parlez que de 2 candidats. Je parle des candidats qui ont le plus de chances de l'emporter. Vous Là, voulez que je vous dise, que je cite la liste des candidats? C'est trop long, on perdrait trop de temps. Alors, je ne Juppé suis pour ou Sarkozy? l'instant pour personne. Même votre président, vous n'êtes pas? J'entends. Non. Et surtout, j'écouterai avec attention les propositions de tous les candidats concernant l'outre-mer, car il ne s'agit pas que nous allions donner un blanc-seing à un candidat sous prétexte qu'il a été ancien Premier ministre ou ancien président de la République. Je pensais que vous étiez sarkozyste, je me suis trompé. Il s'agit d'entendre les propositions que chacun des candidats aura pour l'outre-mer. Pourquoi vous ignorez ma question? Je n'ignore pas, je termine. Est-ce que je me suis trompé? Je termine ce que j'ai à dire et ensuite je réponds à votre question. Mais répondez, dites-moi. J'étais sarkozyste. Vous étiez sarkozyste, donc vous ne l'êtes plus. J'attends de voir. Non, mais vous ne l'êtes plus. J'attends de voir. Donc le président, les Républicains, Guadeloupe n'est plus sarkozyste. J'attends de voir. Vous attendez de voir quoi? J'attends d'entendre les propositions de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé, de Bruno Le Maire, de Nathalie Kosciusko-Morizet, de François Fillon. Mais c'est une prise de distance par rapport au président de votre parti. Non, ce n'est pas une prise de distance. Si? Non, 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 non. Mais attendez, il y a une élection. Il va y avoir une dizaine de candidats. Vous trouveriez normal que pour une élection qui va se dérouler au mois de novembre, je le rappelle les 20 et 27 novembre, qu'au mois de mars, que je vienne sur votre plateau et que je dise je suis pour un tel ou un tel? Non. Je vais d'abord respecter les militants et je leur donnerai la primeur de ma préférence le moment venu. Et vous appellerez donc les Guadeloupéens à voter pour le candidat que vous auriez choisi, parce que les primaires auront également lieu ici, oui, bien sûr, en Guadeloupe, et vous apprêtez à les organiser. On verra, on organisera. D'accord. Alors sur le plan politique d'organisation plus générale, on a vu que Henri Chalus a été élu. Maintenant, il va falloir faire avec lui, travailler avec lui. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vers quel horizon ce président doit-il se tourner pour pouvoir sortir à la Guadeloupe de la situation difficile dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui? C'est clair que sa tâche n'est pas facile. C'est quelqu'un qui me semble armé de beaucoup de bonne volonté. Ça, on le sait, mais que doit-il faire? Il doit déjà honorer ses promesses. Il nous a promis de changer notre avenir. Mais qu'est-ce qu'il y a de prioritaire pour vous? Tout est prioritaire en Guadeloupe, mais d'abord l'emploi. L'emploi. Alors comment doit-il s'attaquer à cette question? Ce n'est pas moi qui veux lui donner les solutions. Hein. A priori, il en avait avant d'y arriver. Ah non, non, nous avions un programme, nous. Il en avait un. Moi, j'attends de voir comment il va résoudre ce problème du chômage en Guadeloupe. Et, en dehors du chômage, l'eau. On attend toujours le syndicat unique de l'eau. On attend aussi un syndicat unique des transports. On attend que soit résolu le problème de la collecte et du traitement des ordures ménagères, car je rappelle que le CIVAD, en dehors d'un beau nom, c'est quand même une décharge à ciel ouvert. Donc,
On attend. Oui, alors justement, quand vous dites le problème des transports, c'est le 1er janvier que la compétence transport a été basculée vers la région avec la loi de Notré. Donc vous ne pouvez pas attendre d'Ari-Chalus une résolution aussi rapide des problèmes. Vous êtes de mauvaise foi, là, Madame Petro. Je n'attends pas que M. Chalus résolve par un coup de baguette magique les errements et les manquements de certains, mais j'attends qu'il soit comme un chef d'orchestre et qu'il arrive à mettre tout un chacun autour de la table, qu'il arrive à les faire s'entendre et qu'enfin les Guadeloupéens puissent bénéficier d'un transport digne de ce nom. Est-ce que vous partagez la position actuelle de Mme Lucette Michaud-Chevry, qui ne veut pas faire partie d'un syndicat unique que vous appelez, vous, de vos voeux? Ah non, je ne partage pas son point de vue. Vous pensez qu'elle doit céder, elle doit cesser cette résistance? Elle a ses raisons, que je trouve honorables, mais je pense qu'à un moment, tout le monde doit faire un pas l'un vers l'autre. La situation de la Guadeloupe est trop compliquée en matière d'eau, c'est quand même anormal. Il y a une maman, justement, que je vois régulièrement le matin quand je dépose ma fille à l'école, qui m'apprend que tous les matins à Trois-Rivières, tous les matins, à 6 heures, il n'y a pas d'eau. Pourtant, Trois-Rivières est une commune qui possède une régie. Voilà. C'est la particularité de Trois-Rivières. Oui, mais elle me dit que ces temps-ci, il n'y en a pas. À Gros-Mandolé, il n'y a pas d'eau à 3 heures du matin. On renvoie l'eau vers 3 heures du matin tous les jours. À Vieux-Fort, à partir de 18 heures, il y a plein de quartiers où il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas possible, M. Canneval. Donc, que chacun ait ses raisons, je peux comprendre. Je comprends les raisons de Mme Michaud-Chevry. C'est quelqu'un qui aime la Guadeloupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour ce territoire et qui a envie que les choses avancent dans un certain sens. Mais je pense que là, il faut raison garder. Il faut que les canalisations soient réparées. Il faut qu'il y ait de moins en moins de déperditions dans les robinets. Il faut que les Guadeloupéens aient de l'eau. Alors si pour ça, on doit tous s'asseoir autour d'une table et mettre un chapeau sur les égos de chacun et sur les désirs de chacun, il va falloir le faire. Mais c'est ce qu'a commencé à faire Mme Borel-Lassertin. Vous approuvez sa politique? Ah, tout à fait. En tout cas, dans ce domaine-là. D'accord. Alors justement, en parlant d'aménagement, c'est normal qu'un abattoir ait été construit sur Basse-Terre vers Goubert et il ne se passe rien, l'abattoir ne tourne pas. Vous trouvez ça normal ou vous dénoncez cette situation? Ah non, moi je ne trouve pas ça normal du tout. Les éleveurs, les bouchers de Basse-Terre, ils en ont assez d'aller jusqu'au moule. Moi j'en connais, hein. Non, je ne trouve pas ça normal. Mais il a été fermé pendant longtemps pour des problèmes d'eau. À un moment, on nous a dit, on l'a inauguré en grande pompe, il paraissait qu'il y avait de l'eau. Et maintenant, il est à nouveau fermé. Je suis comme vous. Donc je suis vous demandez la réouverture de cet abattoir de certaines choses qui se déroulent sur notre territoire. Mais est-ce que vous demandez la réouverture? Si, je demande la réouverture, mais évidemment. Alors, vous demandez à la région de bouger très rapidement sur ce sujet-là? Entre autres. Entre autres. Ils ont beaucoup de sujets sur lesquels ils doivent bouger. Oui. C'est le 8 mars, Madame Petro, c'est la journée internationale de la femme. On consacre beaucoup de temps au discours autour de la femme. Et je vais m'effacer pour laisser la place à une femme qui nous a écoutés attentivement, qui a griffonné sur son petit carnet. Elle a un tout petit carnet sur lequel elle prend des notes. Et je vous propose d'accueillir sur ce plateau avec moi Karen Brun de Nouvelle Semaine. Bonsoir Karen. Bonsoir Jacques. La semaine s'est bien passée. En plus, aujourd'hui, on a des femmes partout. C'est la journée de la femme. Vous avez une femme en face de vous. C'est une Sonia bonne chose. Petro. Oui, bonsoir Sonia Petro. Vous n'avez pas lui faire de Bonsoir, cadeau. Karen. Bah non, c'est vrai qu'en même entre femmes, on n'est pas toujours tendre parfois. Bonsoir. Alors bonsoir Sonia Petro. Alors en ce début d'émission, vous disiez que vous n'aviez pas compris le choix de Marie-Luce Panchard de rejoindre Ari-Chalus. Du coup, est-ce que là, dans la majorité municipale, vous êtes dans une sorte de cohabitation? La cohabitation, c'est pas ça. Moi, je me rappelle des cohabitations qu'il y a eu en France. C'est quand il y a un président de la République d'un bord et une majorité à l'Assemblée nationale de l'autre. Mais Marie-Luce Panchard a toujours sa carte aux Républicains, oui, mais elle a quand même rallié une majorité d'hiver gauche. Si, mais là, nous ne sommes pas en état de cohabitation. Je suis encore adjoint à la mairie de Basse-Terre et je fais a priori partie de la majorité municipale. Du coup, les relations ne sont pas un peu tendues. Vous arrivez à travailler quand même ensemble pour Basse-Terre? Si, on y arrive. Et alors vous disiez ne pas avoir compris ce choix, mais est-ce que ça ne crée pas un peu de confusion quand même au sein de la majorité ou pour les équipes? Il y a des gens qui ont du mal à comprendre certaines choses. Marie-Luce Panchard et moi, on se comprend parfaitement.
Elle a fait un choix, j'ai fait un autre. Quand il s'agit des affaires de Basse-Terre, on sait s'asseoir pour pouvoir travailler pour Basse-Terre. Après, pour d'autres échéances, peut-être qu'on aura encore des divergences. Alors justement, sur ce même plateau, il y a quelques semaines, Marius Blanchard prônait pour une organisation politique des Républicains différente en Guadeloupe par rapport à l'Hexagone. Est-ce que vous comprenez ce positionnement? Vous le partagez? Je ne le partage pas. Le positionnement dont elle parlait est celui de la Nouvelle-Calédonie et de M. Frogier. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, c'est un PTOM, ce n'est pas un département. Nous avons choisi d'être dans le droit commun, donc nous devons fonctionner comme tous les autres départements de France. Donc, pas de parti associé, pas de changement, une fédération. Moi, c'est ce que je prône. Donc, même pour grossir les rangs des Républicains, vous ne prôneriez une autre alliance? Non, aucune alliance. Pas comme en Martinique, par exemple? Non, mais là, en Martinique, c'était une alliance de circonstances. Et puis moi, j'ai trouvé, pour le coup, que c'était un peu plus clair que chez nous. Parce que là, ils ont fait une alliance de deuxième tour. Au premier tour, il y avait une liste des Républicains. Au deuxième tour, ils se sont alliés, mais sur un contrat de gouvernance. Et il y a un vrai groupe de droite au sein de cette collectivité territoriale de Martinique. Ce n'est pas le cas à la région Guadeloupe. Moi, je cherche encore le groupe Les Républicains. Peut-être que je vais avoir des renseignements bientôt. Alors, comment, à l'aube des prochaines échéances électorales, vous allez vous y prendre pour rassembler les troupes et peut-être donc grossir les rangs des Républicains? Parce que combien il y a d'adhérents aujourd'hui Républicains? Au 31 décembre, nous étions 469 à jour de cotisation. Je ne parle pas des sympathisants, parce que nous sommes plus de 1000. Aujourd'hui, nous sommes 563, donc ça a bougé entre le 31 décembre et maintenant. Et on va petit à petit les faire revenir, parce que très bientôt, à la fin du mois de mars, nous allons organiser la rentrée politique de la Fédération des Républicains. Il y a 14 propositions qui nous ont été envoyées par le président du parti, Nicolas Sarkozy, sur lesquelles les militants auront à se prononcer. Je vais prendre mon bâton de pèlerin, on va le prendre avec tous les délégués de circonscription et on a pour objectif de tripler le nombre d'adhérents pour la fin d'année. Et moi, je sais qu'on va y arriver. Ça vous paraît, oui, ça vous paraît réaliste? Parce que vous disiez qu'être de droite en Guadeloupe, c'est une maladie, que beaucoup de gens ont peur. En fait, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas perdre. Ils n'aiment pas être dans l'opposition, ils ont du mal, ils aiment être toujours du côté des gagnants. Mais je crois qu'on se construit justement dans l'opposition et dans l'adversité. Et puis, il faut s'accepter tel que l'on est. La Guadeloupe n'était pas une terre de gauche, que je sache. Mais petit à petit, on s'est laissé un peu envahir et puis on a baissé les bras. Mais il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont de droite. 48 292 Guadeloupéens avaient voté pour Nicolas Sarkozy en 2012. Où sont-ils? On ne va quand même pas me faire croire qu'ils sont tous passés à gauche. Ce n'est pas possible. Donc moi, je compte sur eux en 2017. Est-ce que vous pensez pouvoir faire du coup mieux que Laurent Bernier, à qui vous avez succédé à la tête des Républicains? Non, non, non. Il n'est pas question de faire mieux. Je ne lui ai pas succédé. On va mettre les choses au point. Laurent Bernier reste secrétaire départemental. Il est nommé par Paris. Moi, je suis présidente de la fédération, je suis élue. Nous allons travailler ensemble, en duo. Mais l'élu a toujours la légitimité par rapport à la personne qui est nommée. Je ne vois pas les choses comme ça. On va travailler ensemble. La démocratie, c'est l'élu qui a la légitimité. Nous allons travailler ensemble. Et nous travaillons déjà ensemble. Alors tout à l'heure, on évoquait donc les primaires pour désigner le candidat de la droite aux élections présidentielles. Donc vous avez dit que vous ne donnez pour l'instant pas de consigne de vote. Et est-ce que vous ne craignez pas que la guerre fratricide qui s'annonce dans l'Hexagone ne rejaillisse sur la fédération en Guadeloupe quand on connaît déjà les divisions et les déchirements internes? C'est une peur que j'ai, ça je ne vais pas le cacher. De toute façon, dans toutes les fédérations, on a ce sentiment. On se dit qu'on aurait pu éviter ça. Mais bon, on y est, il va bien falloir qu'on fasse avec. On va essayer de faire en sorte justement que les choses se passent bien. Et pour qu'il n'y ait pas de guerre fratricide, on va donner justement une égalité de parole, une égalité d'accès aux militants, à tous les candidats qui nous le demanderont. Et on va accueillir en Guadeloupe l'ensemble des candidats qui le voudront. Et d'ailleurs, au mois d'avril, je vous l'annonce, on aura Alain Juppé, on aura Bruno Le Maire, on aura François Fillon en Guadeloupe. Donc il y aura tout le monde. Et malgré tout, vous donnerez quand même votre consigne de vote? Non, toujours pas. Je vais attendre.
Alors, le style Sonia Petro, c'est quoi? La conviction alliée à beaucoup de dynamisme, je pense, et d'envie. J'ai vraiment envie de faire bouger les choses. Et j'ai vraiment envie de faire de la politique autrement. Et j'ai vraiment envie de dire aussi que la politique, ce n'est pas réservé à certains et pas à d'autres. Ce n'est pas des problèmes de famille. Il y a des gens qui peuvent venir du milieu d'où je viens. Moi, je ne viens pas d'une famille où on s'est passé les choses un par un, mais je viens d'une famille où on a des convictions, où on aime notre patrie et on aime la Guadeloupe. Donc la politique est utile? C'est utile et c'est salutaire, contrairement à ce que les gens pensent, et c'est quelque chose de noble quand on le fait correctement. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez pour l'instant des 100 premiers jours d'Harry Chalus à la tête de la région? J'attends. J'avoue que j'ai été un peu déçue au départ par sa décision d'annuler la Coupe Davis. Après, heureusement, les choses se sont arrangées. Maintenant, il n'a jamais annulé la Coupe Davis, il a dit c'est trop cher par rapport à ce qui avait été annoncé. Mais comment, M. Canval? C'était pas Mme Karen, c'est une conversation entre femmes. Alors... Il n'a jamais annulé la Coupe Davis, comme vous dites, il a non, dit c'était trop cher. Ce qu'il a dit, c'est que voilà, il s'est été interrogé sur le coût. Non, le coût et sur les se sont un peu plus qu'interrogés. Mais enfin, tout est rentré dans l'ordre. Et j'avoue que j'attendais autre chose comme première décision. Mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Et puis maintenant... j'attends qu'il bouge beaucoup sur le syndicat unique de l'eau. Et pour le reste, ce sont ces 100 premiers jours. On attend. C'est comme merci, Karen. C'est terminé. Hein. Vous avez eu une minute de plus parce que c'était le 8 mars. Merci, Karen. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans l'émission Réponse que l'émission. Merci, Karen. Merci. Donc, nous poursuivons avec Sonia Petro, qui est notre invitée ce soir. Nous avons abordé avec vous, Madame Petro, les questions de violence, de sécurité, d'aménagement. Vous avez pu développer vos arguments sur le port de Basse-Terre. Vous souhaitez une renaissance de ce port. Vous souhaitez également que l'arrêté qui bloque l'accès à la soufrière soit levé par la municipalité de Saint-Claude, en tout cas que les Basse-Terriens puissent à nouveau profiter de ce paysage, de ces paysages magnifiques. Et là, je pense qu'ils seront largement d'accord avec vous. Donc, d'une manière générale, vous voulez une relance de l'activité et vous attendez beaucoup d'Harry Chalus qui n'a pas encore, selon vous, fait ses preuves. Alors, vous êtes accro au web ou pas? J'aime bien. Je ne suis pas accro. Vous avez une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook. Alors, je vais vous proposer de regarder les questions qui vous ont été laissées par nos internautes. Combien de temps mettez-vous pour vous préparer le matin? Ah, ça. Bon, quand je n'avais pas d'enfant, je prenais beaucoup de temps. Maintenant, on va dire 20 minutes. Donc, l'enfant change à ce point Et comment? Alors, toutes les femmes le savent. Hein. Ouais, ça change. Hein. Mais il faut vous réveiller plus tôt. Je me maquille dans la voiture. D'accord. Deuxième question qui va surgir de l'écran. Êtes-vous une épicurienne? Oui. Alors, développons un petit peu. Je suis curieux. J'aime les bonnes choses. Ah, les bonnes choses. Vous ne nous en direz pas plus, hein, j'imagine. Du gâteau, vous aimez le gâteau, vous cuisinez. Non, je cuisine. Vous aimez danser, vous aimez. Voilà. J'aime la vie. Oui, vous aimez la vie. Oui. Manger, boire. Pas boire. Pas boire. Non. Mais de l'eau, vous avez vu, c'était pas un verre de vin que vous aviez non, c'était de l'eau. C'était de l'eau? Oui. Très bien. Alors, la question web va venir tout de suite. La politique, c'est un métier? Non, ce n'est pas un métier. En tout cas, pas pour moi. Vous souhaitez en faire votre métier? J'aurais souhaité ne pas en faire mon métier, mais j'aurais souhaité que pendant une période, ne serait-ce que 5 ans, m'y consacrer totalement pour pouvoir réellement appréhender mieux les dossiers et me donner à fond. Là, je cours tout le temps, mais après, ce n'est pas un métier. Sonia Petro, merci d'avoir participé à ce magazine politique de la rédaction. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition de Réponse. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guadeloupe.